Donc, je vais reprendre ça, hein, vous voyez, pour vous. Et en fait, quand on fait un travail d'historien, vous voyez, ce qui différencie un historien d'un individu ordinaire, c'est pas le fait qu'il raconte des choses, parce que tout le monde aime bien raconter des choses et aime bien qu'on lui raconte. Vous voyez, même les enfants aiment qu'on leur raconte des contes, et puis les adultes aiment qu'on leur raconte des récits. La différence avec les historiens, c'est qu'on a des méthodes qui essaient d'être scientifiques pour analyser les choses qu'on va essayer de présenter avec un maximum de rigueur, notamment dans l'examen des sources. Hein. C'est ça qui fait l'essentiel du travail. Sur quelles sources on s'appuie et est-ce que ces sources sont fiables, dans quelle mesure. Alors, en l'occurrence, vous voyez, moi, il y a déjà une trentaine, non, il y a 22 ans de ça, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Ignace Fink, qui était le patron du Kojazor. Hein. Le Kojazor, aujourd'hui, est intégré dans le Kazib Kojazor. Vous savez que c'est un grande œuvre sociale juive. Et notamment, ils ont créé à Nice la Villa Jacob, vous voyez, qui est une maison de retraite assez ancienne. Hein. Je suppose que vous connaissez la Villa Jacob. Et ce monsieur Fink, je l'ai interviewé sur un certain nombre d'épisodes de sa carrière communautaire. Et puis, c'est lui qui m'a parlé de cet épisode à Nice pendant la guerre, puisque il était réfugié à Nice pendant la guerre. C'est un juif polonais, mais il était réfugié à Nice et il m'a raconté une histoire assez extraordinaire. Il m'a donné un document euh, 1933. Et alors, j'ai cru que je possédais quelque chose de tellement surprenant que c'était ce qu'on appelle vulgairement un scoop. Et puis, par la suite, j'ai compris que ça avait déjà été raconté dans des livres. Et en regardant de près les livres qui racontaient ça, j'ai vu que sur les détails, il y avait pas mal de contradictions. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire une enquête approfondie pour recouper les différentes sources, voyez, et pour avoir un récit le plus fiable possible de ces événements. Alors, l'événement en question, vous voyez, c'est l'arrivée au printemps 1943 à Nice d'un juif, puis d'un deuxième, qui s'était évadé d'un camp satellite d'Auschwitz. Hein. Vous savez sans doute que Auschwitz est un énorme camp, mais qu'en plus, il y avait une quarantaine de camps satellites hein, dans toute la région, avec des fois à des distances un peu éloignées, mais qui formaient une espèce de réseau, vous voyez, autour d'Auschwitz. Et ces camps satellites étaient des camps de travail avec des régimes plus ou moins durs selon les camps. Vous voyez, par exemple, Simone Veil a réussi à survivre parce que pendant une partie de sa déportation, elle a eu la chance d'être dans un des camps satellites les moins durs, où il y avait un nazi un peu moins brutal que les autres. En tout cas, donc, je vais vous préciser comment donc, ces deux juifs polonais ont réussi à s'évader donc, de ce camp et à rejoindre Nice. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont rejoint Nice? Ben, tout simplement parce qu'entre 1940 et 1942, ils étaient à Monte-Carlo. C'est-à-dire que ce sont donc, alors c'est toujours chez les Juifs, vous voyez, très international les histoires. Ces deux Juifs s'appellent Israël Honig et Chaim Salomon. Hein. Israël Honig, d'ailleurs des fois on prononce Honig. En allemand, je crois que ça fait une différence de dire Honig ou Honig, mais j'ai les deux orthographes dans les documents, il faudrait pouvoir trancher. En tout cas, Israël Honig est né en 1904 à Lvov. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Lviv, vous voyez, grande ville de l'Ukraine occidentale. À l'époque, quand il est né, c'était l'Empire austro-hongrois, vous voyez, c'était en fait la limite entre Pologne et Ukraine, et c'était sous l'autorité autrichienne quand il est né. Grande ville, donc grande communauté juive, et il a émigré en Belgique dans les années 20, et de Belgique, en 1940, il vient se réfugier à Monte-Carlo. Et son collègue s'appelle Chaim Salomon. Lui, il est né dans une ville de Bohême, c'est-à-dire de la République tchèque d'aujourd'hui, vous voyez, la ville de Venikov, qui était aussi d'ailleurs dans l'Empire austro-hongrois. Lui aussi s'est établi en Belgique dans les années 20, et lui aussi arrive en 40, et ils s'installent tous les deux dans le même hôtel de Monte-Carlo. Alors, j'ai même retrouvé le nom de l'hôtel, hein, ça s'appelle l'hôtel Mirabeau de Monte-Carlo. Vous voyez, peut-être que ce genre de détail vous dit quelque chose. Ils étaient tous les deux bijoutiers avant la guerre en Belgique. Alors, ils arrivent à Monte-Carlo, et puis Honig vient avec ses enfants, alors que Salomon est célibataire. Et malheureusement, le 26 août 1942, il y a la grande rafle de la zone sud de la France, c'est-à-dire la zone non occupée où il n'y a pas d'Allemands, mais où le régime de Vichy prend la décision aberrante d'arrêter des Juifs sans la présence des Allemands pour les livrer aux Allemands. Et en fait, l'idée était de compléter les quotas qu'ils avaient promis pour la rafle du Veldiv, qu'ils n'avaient pas réussi
à atteindre pendant la rafle du Veldiv, vous voyez, à Paris. Et donc, ils arrêtent des gens dans la zone non occupée, y compris sur la Côte d'Azur. Et c'est pour ça que nos deux juifs venus de Belgique, vous voyez, sont arrêtés. Ils arrivent comme ça. Alors, ils ont passé 3 jours à la caserne au Var. Hein, je pense que c'est la caserne en Var. Je ne sais pas bien prononcer. Il faut dire en Var, c'est ça? Non, c'est Ovar, ça existe toujours, c'est Au Var, une voilà, la caserne de la caserne au Var. police nationale. Ouais. Voilà, donc ils ont passé 3 jours dans cette caserne au Var. Puis on les envoie à Drancy le 1er septembre 1942 via Marseille. Et le 7 septembre 1942, ils sont en déportation vers Auschwitz. Mais ce qui va leur porter chance, c'est qu'ils font partie d'une minorité dans ce convoi qui s'arrête dans une étape avant Auschwitz qui s'appelle Kozel. Kozel, c'était justement une gare en Pologne où on faisait descendre des hommes costauds pour les envoyer dans des camps satellites. Vous voyez, et les nazis se servaient au passage. Et il y a un certain nombre de convois, notamment venus de France, justement en septembre 42, où les gens s'arrêtaient à Kozel, où un certain nombre d'hommes descendaient pour aller au travail ailleurs, et les autres continuaient jusqu'à Auschwitz. Et à Auschwitz, il y avait la fameuse sélection où une partie survivait, une partie était tout de suite, comme vous le savez, assassinée. Alors, ils arrivent comme ça, donc en septembre 1942, d'abord dans une usine, dans un complexe industriel extrêmement dur dans les conditions de survie, vous voyez, des prisonniers. Hein. Ça s'appelle en allemand Laura-Hütte et ça porte un autre nom en polonais, mais peu importe. Et pendant environ 5 mois, alors j'ai une difficulté avec la temporalité du récit parce que les sources sont un petit peu contradictoires. Mais probablement pendant 5 mois, ils travaillent dans ce camp de travail dans des conditions très dures, vous voyez, où la nourriture était extrêmement insuffisante, où il y avait beaucoup de maltraitance. Puis ils sont envoyés pendant environ 2 mois dans la prison de la ville de Sosnowiec en Pologne. Puis on les sort de cette prison et on les envoie dans un camp disciplinaire qui s'appelle Chopenice. Et c'est de ce camp de Chopenice qu'ils ont réussi à s'évader le 26 avril 1943. Alors comment ils ont fait pour s'évader? Ils se sont évadés d'abord parce qu'ils ont soigneusement préparé l'évasion. Ils se sont procurés des pinces pour pouvoir couper les barbelés. Ils ont réussi à mettre de côté de la nourriture, en fait, grâce à la générosité de leurs copains qui leur ont donné un peu de leur nourriture. Ils ont réussi à mettre de côté un peu d'argent et surtout, alors, ils ont réussi à, à modifier leurs vêtements parce qu'ils avaient des espèces de tenues de travail toutes blanches avec une inscription dessus qui les désignait très clairement, vous voyez, comme des prisonniers pour toute la région. Mais ils ont réussi à barbouiller leurs vêtements blancs pour qu'on ne voit pas, pour que ce soit pas visible, justement. Et donc, ils ont réussi à couper vous voyez, les barbelés, à sortir de là où ils se trouvaient. Ils se sont cachés pendant la nuit dans un bois. Hein, et puis le matin à l'aube, enfin non, pendant la nuit elle-même, ils sont allés voir, ça c'est une histoire assez extraordinaire, un gardien allemand qui s'était montré humain avec eux. Ils avaient eu un contact humain tout à fait exceptionnel avec un gardien allemand qui leur avait promis de les aider si le cas échéant. Donc ils vont voir ce monsieur en pleine nuit. C'était un père de famille allemand qui effectivement leur a donné 2 vêtements civils pour remplacer les tenues de travail. Et grâce à ces 2 vêtements civils, ils ont pu partir, vous voyez, à l'aventure. Et là, donc, ils ont traversé toute l'Europe en utilisant des convois, en voyageant dans des trains, vous voyez, d'ouvriers qui étaient donc en travail forcé en Allemagne, mais qui étaient des permissionnaires, qui avaient des permissions pour rentrer chez eux en Europe de l'Ouest. Et donc, entre 2 arrêts des trains, ils dormaient dans des champs ou dans des forêts, vous voyez, la nuit, et puis ils repartaient dans leur train. Et ils faisaient semblant de dormir, vous voyez, pour ne pas avoir à engager la conversation avec les gens. Et ils ont mangé dans des cantines d'ouvriers à plusieurs étapes. Là, je me fie sur leur récit, vous voyez, qu'ils ont pu faire, puisque alors j'aurais dû donc être plus précis. Le récit que m'a donné Monsieur Fink il y a 22 ans de ça, c'est donc le témoignage du premier évadé qui est arrivé à Nice, qui s'appelle Ignace Hoenig, et puis le second qui est arrivé 1 ou 2 mois plus tard, on ne sait pas exactement, a exactement confirmé les mêmes termes dans son témoignage. Donc c'est là-dessus que c'est ma source principale hein, pour raconter. Et donc, finalement, ils arrivent en Belgique, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de retourner
de là où ils étaient partis. Hein. Ils étaient partis de Namur, très précisément. Et à Namur, ils ont habité un hôtel qui s'appelait... attendez, mes papiers sont un petit peu désordonnés, mais ça s'appelait... bon, je n'ai pas écrit au bon endroit le nom de l'hôtel, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Mais on a ce genre de détails. Hein. Donc, une fois qu'ils étaient à Namur, en fait, ils ont essayé de reprendre contact avec la résistance juive. C'est ça qui est très intéressant. Vous voyez, là, je suis en train d'analyser avec vous en détail un épisode qui a l'air d'être microscopique, mais en réalité, c'est aussi un microcosme qui permet de lire la grande histoire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à l'échelle de toute l'Europe, il y a ce qu'on appelle la résistance juive, vous voyez, c'est-à-dire l'effort que les Juifs ont fait pour ne pas se laisser écraser, c'est-à-dire pour se sauver eux-mêmes, pour survivre, et si possible même pour infliger des coups à l'ennemi. Vous voyez, donc il y a une résistance juive multiforme en Europe, des réseaux de sauvetage, des groupes armés juifs, il y a ce qu'on appelle la résistance spirituelle, c'est-à-dire une tentative de garder visage humain à travers la vie culturelle, la vie religieuse, la vie intellectuelle. Et donc, en Belgique, il y a un fort mouvement de résistance juive, en particulier animé par les juifs communistes. Et ce sont les juifs communistes qui ont organisé l'exfiltration, vous voyez, de nos deux évadés vers la Côte d'Azur. Parce que, donc là, on est au printemps 1943, hein, si vous avez suivi mon récit. On est au début du mois de mai 1943. Et à cette date-là, comme vous le savez, Nice et cette partie-là de la France n'est pas occupée par les Allemands. Non seulement ce n'est pas occupé par les Allemands, mais ce n'est pas non plus sous le régime de Vichy, puisque ce sont les Italiens qui sont là depuis le mois de novembre 1942. Et vous savez mieux que moi que ces quelques mois pendant lesquels les Italiens ont dominé la région ont été une espèce de bouteille d'oxygène pour que les Juifs respirent mieux et vivent un peu de paix pendant cette parenthèse. Donc la résistance juive communiste en Belgique décide d'exfiltrer nos deux évadés vers la Côte d'Azur. En plus, ils avaient vécu sur la Côte d'Azur, vous voyez, pendant 2 ans. Donc, l'idée, c'est de les renvoyer de là où ils étaient venus. Hein. Et on a organisé ça. Alors, il se trouve que le premier qui va aller vers la France, c'est Israël Hoenig. Il ne parlait pas du tout le français, donc il fallait le faire convoyer par quelqu'un qui parlait le français. Et là, on part des recoupements, on a le nom de 2 personnes. On a plus exactement, on a le nom d'une personne juive belge résistante qui a sans doute, c'est elle qui a convoyé, mais le problème c'est qu'on a 2 patronymes, on a 2 noms pour la désigner, mais il semble bien que dans un cas c'est son nom de femme mariée et dans l'autre cas c'est son nom de jeune fille. Donc c'est bien elle, cette femme de la résistance juive communiste en Belgique, qui a convoyé nos 2 hommes vers Nice. Et là, arrivé à Nice, c'est aussi, alors d'abord celui qui a fait la jonction entre la Belgique et la Côte d'Azur, c'est un monsieur qui s'appelait Dov Lieberman, que j'ai connu personnellement. Oui, ça fait le charme de l'histoire juive contemporaine, c'est qu'on peut rencontrer directement des gens qui ont vécu les événements, qui sont des acteurs, et avoir une espèce de relation affective avec eux. Donc Dov Lieberman était un jeune homme dans sa jeunesse, Washomer Hatzaïr, donc un sioniste très à gauche, qui, comme beaucoup de ses copains, a basculé vers le communisme, et puis qui va refaire le même chemin en sens inverse par la suite. Il va redevenir sioniste de gauche à l'âge adulte, à l'âge mûr. Donc pendant cette période-là, il est militant juif communiste et il est même un peu espion soviétique. Et c'est une partie un peu romanesque de l'histoire, mais ce Dov Lieberman faisait partie du réseau de l'Orchestre Rouge. Hein. Vous avez dû entendre parler de ça. L'Orchestre Rouge, un des plus grands réseaux d'espionnage de la Seconde Guerre mondiale, animé par des juifs polonais qui tous avaient vécu en Eretz Israël dans leur jeunesse, étaient tous des sionistes qui avaient viré communistes et qui en général ont reviré sionistes par la suite. Donc Dov Lieberman, c'est lui qui, à titre personnel, avait quitté la Belgique parce qu'il était recherché par la Gestapo. Il était venu s'installer sur la Côte d'Azur et donc il a fait la jonction, vous voyez, entre les 2 pays, les 2 régions. Alors, il se trouve qu'à Nice, justement, il y avait un comité juif de secours très structuré, très actif, qui était basé dans la synagogue ashkénaze du boulevard du Bouchage. Hein. Alors si vous vous intéressez, vous voyez, à l'histoire de la Shoah à Nice, il faut absolument s'intéresser à cette synagogue ashkénaze du boulevard du Bouchage, parce que il y avait beaucoup de réfugiés juifs sur la Côte d'Azur.
des gens venus de toute la France, vous voyez, en particulier pendant la période italienne, mais déjà avant. Et puis, il y avait même beaucoup de Juifs de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg qui étaient sur la Côte d'Azur. Et ça aussi, ça nous aide à comprendre, vous voyez, l'événement que je suis en train d'analyser, vous voyez, cette relation par-dessus la frontière. Et donc, le comité de secours juif de la rue du Bouchage, animé par des juifs polonais, des juifs d'origine polonaise, aussi par des juifs séfarades, je vais vous les présenter dans un instant, était bien organisé pour accueillir les gens. Et c'est pour ça que Lieberman, tout simplement, s'adresse à ces juifs-là pour leur dire, voilà, j'ai un gars qui a une histoire extraordinaire derrière lui, il faut absolument l'accueillir. Et une fois que vous l'aurez accueilli, vous pourrez recueillir son témoignage. Alors là, on n'est plus avec les communistes, vous voyez, là, on est avec des sionistes. C'est-à-dire que ces gens sont tous sionistes engagés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont tous devenir par la suite de grands dirigeants de la communauté juive de France. Vous voyez, je vous ai dit qu'Ignace Fink, qui était dans cette équipe-là, est devenu le patron du Kojazor, qui était une grande œuvre sociale juive. Mais vous avez parmi eux un futur président du CRIF qui s'appelle Vidal Modiano, qui est un médecin juif grec, vous voyez, de Salonique. Donc ça, c'est l'élément séfarade dans cette histoire. Vous avez un nommé Claude Kellman, qui va devenir à la fois un grand industriel, mais aussi un des grands hommes de l'ombre dans le leadership juif pendant des dizaines d'années. Et vous avez surtout Joseph Fischer, c'est sans doute le plus important de tous, Joseph Fischer, qui est à l'époque le patron du KKL en France, vous voyez, le Keren Kayemet. À ce titre-là, il est spécialiste des opérations financières clandestines, vous voyez, pour sauver des vies humaines et pour financer la résistance juive. C'est vraiment lui, Joseph Fischer, un des grands chefs sionistes en France. Et tous ces gens-là animent le comité de secours de Nice. Alors, c'est eux donc qui reçoivent Israël Hoenig et alors, ils vont le rencontrer au domicile d'Angelo Donati. Là encore, vous voyez, certains d'entre vous, je pense, vous n'êtes pas vierges sur ces sujets. Vous êtes intéressés déjà à la Shoah dans la région de Nice. Vous avez dû entendre parler d'Angelo Donati, qui est un banquier juif italien, mais qui vivait à Paris avant la guerre, qui était sioniste, qui était très impliqué dans les œuvres sociales et qui avait cette qualité de savoir entretenir des relations avec les milieux les plus influents, aussi bien à Paris, mais aussi en Italie. Vous voyez, donc c'est lui en fait qui, à Nice, avait tissé tout un réseau de relations avec les autorités d'occupation italiennes, et c'est grâce à lui que les Italiens ont regardé ailleurs pendant que les Juifs venaient se réfugier dans leur zone d'occupation. Et en gros, les Italiens ont contrecarré les plans de leurs alliés allemands, ce qui n'allait pas de soi du tout. Vous voyez, les Allemands faisaient pression pour que les Italiens s'alignent sur eux, et si les Italiens ont fait le contraire de ce que voulaient les Allemands, c'est en partie grâce à l'action d'Angelo Donati. Donc, au domicile d'Angelo Donati, on a notre Israël Hoenig qui va raconter son histoire, et il parle en yiddish. Il est traduit du yiddish en français par des gens comme Fink et Kellman, vous voyez, qui sont yiddishophones, parce qu'évidemment, Modiano, il ne comprend pas le yiddish, et Donati non plus, il ne comprend pas le yiddish, et il a une secrétaire qui prend en sténographie le témoignage. Alors, cette femme s'appelle Germaine Meyer. Elle a joué un rôle formidable pendant la période la plus dramatique où les Juifs sont tombés dans le piège de l'arrivée des Allemands, vous voyez, en septembre 1942. Malheureusement, elle a été arrêtée par les Allemands et déportée. Elle est morte en déportation au printemps 1944. Et cette femme, donc Germaine Meyer, prend en note le témoignage. Et dans ce témoignage, donc, ils décrivent d'abord leur histoire personnelle et comment ils ont pu s'évader, mais ils décrivent aussi ce qu'ils savent d'Auschwitz. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés directement, physiquement à Auschwitz, mais là où ils étaient, donc dans le camp satellite, tout le monde avait compris que partir vers Auschwitz, ça voulait dire mourir. Vous voyez, en particulier, il y avait une infirmière polonaise qui faisait plus ou moins la navette entre la zone d'Auschwitz et la zone où eux se trouvaient, qui leur avait dit clairement, aller à Auschwitz, ça veut dire mourir. Vous voyez, et donc, ils ont raconté des choses sur Auschwitz. Alors, le mot Auschwitz même, d'ailleurs, on ne savait pas trop comment l'orthographier à l'époque, ce qui fait que dans les versions écrites du témoignage, le mot et l'orthographe est un peu bizarre, mais c'est bien de Auschwitz qu'on parle comme étant un lieu d'extermination, un lieu de souffrance extrême. Vous voyez, déjà, les camps satellites sont des lieux de souffrance extrême, mais alors, a fortiori, Auschwitz. Alors, voilà ce témoignage. Alors, au fur et à mesure qu'il raconte son histoire, les gars qui sont là, les responsables sionistes qui sont là, se regardent les uns les autres
et ils se font des gestes. Devant moi, vous voyez, Fink a refait le geste de se taper un peu de se toucher la tempe, vous voyez, avec les doigts pour se dire, il est fou, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est en train de raconter des trucs, il a perdu la tête, vous voyez, il est en train de raconter des choses qui ne peuvent pas être crédibles, qui ne peuvent pas être véridiques, mais ils l'ont laissé quand même aller au bout de son témoignage, et ils avaient évidemment un doute, vous voyez, parce que c'était littéralement incroyable d'entendre parler de cette extermination de masse, mais non seulement ils ont recueilli son témoignage, mais Claude Kellman a raconté qu'il a essayé de transmettre ce témoignage à la France libre à Londres, vous voyez, en passant par le Portugal. Il se serait très intéressant de faire une recherche dans les archives de la France libre pour voir si c'est arrivé jusqu'à Londres et si oui, qu'est-ce qu'on en a fait. Vous voyez, voilà le genre de questions qu'on peut poser à des historiens. Vous voyez, moi, j'ai fait une enquête, mais il y a encore quelques pistes qui n'ont pas été explorées. Donc, ils recueillent le témoignage et ils le transmettent à Londres. Et puis là-dessus, alors arrive un second personnage qui s'appelle Georges Spoliansky, qui était un copain de lycée de Léon Poliakov. Alors, vous avez dû entendre parler, je pense, de Léon Poliakov, grand historien de l'antisémitisme et de la Shoah, hein, mondialement réputé, qui était à l'époque, en 1943, un jeune étudiant en droit, très impliqué dans les opérations de sauvetage de juifs. Il faisait partie d'un petit réseau indépendant, c'est-à-dire pas affilié à une grande organisation, qu'on appelait le réseau André. Et en fait, curieusement, le chef de ce petit réseau indépendant était déjà devenu communiste, mais de manière secrète, c'est-à-dire qu'il recevait de l'argent des circuits sionistes, mais il reversait une partie de cet argent à la résistance communiste sans le dire. Vous voyez, et il s'appelle Joseph Bass, un personnage romanesque, et qui a joué aussi un rôle très important dans la résistance juive. Et ce Georges, alors il se trouve que Léon Poliakov, donc lui qui n'est, à l'époque, il n'est pas communiste, il n'est pas non plus vraiment sioniste, il s'occupe surtout, vous voyez, il fait son devoir hein, de sauvetage. Il est mis au courant de l'arrivée de notre évadé et du témoignage de notre évadé. Il raconte cette histoire à Georges Spoliansky. Georges Spoliansky donc rencontre l'évadé, rencontre le témoin, et puis il transmet le témoignage à la résistance juive communiste qui est présente à Nice. Alors, je précise, vous voyez là encore, pour mettre un peu en perspective les choses, que la résistance juive communiste était très forte en région parisienne et moins forte dans le sud de la France, et notamment sur la Côte d'Azur, ils étaient relativement faibles si on essaie de faire des proportions. Tout ça, ça relève de choix stratégiques. Hein. Les juifs communistes investissaient beaucoup dans la lutte armée contre les nazis et investissaient moins dans le sauvetage des vies humaines, alors que les autres tendances de la communauté juive investissaient beaucoup dans le sauvetage des vies humaines et investissaient moins dans la lutte armée. Et c'est pour cette raison qu'à Nice, on ne voit pas beaucoup les juifs communistes, mais ils sont là. Notamment, vous avez M. Raphaël Konopnicki, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le papa du journaliste et écrivain Guy Konopnicki, qui est assez connu hein, pour ses livres et pour ses articles. Et M. Raphaël Konopnicki a écrit un livre intitulé Camarades voisins, parce que son pseudonyme de résistant était Voisin, où il raconte comment il a monté une imprimerie clandestine à Nice. Et lui, il était dans les réseaux juifs communistes. Hein. Donc, il y avait ces réseaux-là dans la région, mais ils sont moins influents, vous voyez, que les réseaux de la rue du Bouchage. En tout cas, une fois que Georges Spoliansky a recueilli le témoignage à son tour, eh bien, il s'arrange pour que la résistance juive communiste le diffuse dans leurs journaux clandestins. Parce que c'est ça qui faisait leur force, vous voyez, militante. Ils avaient des imprimeries clandestines et ils avaient des moyens de diffusion à une grande échelle que n'avaient pas les sionistes. Et donc, vous avez 4 journaux juifs communistes qui ont publié un résumé du témoignage d'Israël Hönig. Et d'ailleurs, juste à côté de ce témoignage, on trouve aussi un résumé du fameux témoignage de Jan Karski. Vous voyez, vous avez dû en entendre parler sans doute. Jan Karski, c'est ce grand résistant polonais non juif qui a risqué sa vie, vous voyez, pour arriver à Londres et à Washington et raconter aux Alliés énormément de choses, et notamment ce qu'il avait vu lui-même dans le ghetto de Varsovie, ce qu'il avait vu lui-même dans le camp de Belzec en Pologne. Donc Jan Karski, après un périple extraordinaire, est arrivé à Londres et a raconté beaucoup de choses. Et exactement au même moment où on publie le témoignage de Israël Hönig, on publie juste à côté
un résumé du témoignage de Jan Karski, hein, en l'occurrence sur Belzec et non pas sur Auschwitz, vous voyez, sur un autre camp d'extermination. Donc vous avez 3 journaux juifs communistes en langue française et un journal juif communiste en langue yiddish qui publie ce résumé du témoignage de Israël Hoenig. Vous voyez, ça s'est échelonné entre le mois d'août et le mois de novembre 1943. Alors là-dessus arrive le second évadé, vous voyez, soit un mois, soit 2 mois après le premier. Il y a un décalage qu'on ne sait pas exactement mesurer. Et puis, lui, il lui est arrivé encore une histoire étonnante. C'est que dès le premier soir de son arrivée, il y a eu un contrôle de police banal et il ne se rappelait plus de la fausse identité qu'on lui avait donnée. Et donc, il a présenté une identité. Alors, il a été arrêté, il est allé au poste, et puis, en fait, il s'est enferré dans des mensonges. Et ensuite, il a prétendu qu'il était un Tchèque de religion catholique qui s'appelait Jan Novak. Et il a fait tout pour dissimuler qui il était, alors que par ailleurs, le réseau de la rue du Bouchage avait d'excellents rapports avec le commissaire divisionnaire de la police qui avait arrêté ce monsieur Salomon. Le commissaire divisionnaire lui voulait du bien, mais il a été obligé de le transférer à la justice puisqu'il ne voulait pas dire qui il était. Vous voyez, ils l'ont transféré à la justice et là, aussi bien le juge d'instruction que le procureur au moment du procès, que le président du tribunal au moment du procès, ont fait tout pour le sauver alors qu'il continue à nier jusqu'au bout qui il était, vous voyez, à ne pas dire qui il était. Et ils sont allés tellement loin dans leur volonté de protéger cet évadé juif que le président du tribunal a violé toutes les règles judiciaires en transformant de manière tout à fait discrétionnaire une condamnation ferme en une condamnation avec sursis pour qu'il puisse sortir libre. Vous voyez, il avait été condamné à 6 mois de prison ferme, mais il a transformé arbitrairement le jugement en condamnation avec sursis. Et une fois qu'il est sorti de là, il continue à nier, à ne pas vouloir avouer qui il était. Et finalement, on a réussi à le calmer dans une chambre d'hôtel et il a fini par raconter son histoire qui coïncidait exactement avec celle d'Israël Hoenig. Alors j'avance dans mon récit, c'est que tous les deux ont été exfiltrés, c'est-à-dire que Hoenig a réussi à passer en Suisse assez rapidement avec sa femme et ses enfants, et Salomon a été caché dans la région de Grenoble. Tous les deux ont survécu à la guerre, tous les deux se sont réinstallés en Belgique et ont vécu une longue vie. L'un est mort en 68, vous voyez, l'autre en 82. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de se demander si ce témoignage, vous voyez, qui a été diffusé en 1943, est-ce qu'il a eu un impact, est-ce qu'il a eu une incidence? D'abord, il est probable qu'en cumulant les chiffres, les journaux clandestins dont je vous ai parlé, ils ont dû être diffusés à quelques milliers d'exemplaires. Ah oui, c'est pas beaucoup, quelques milliers d'exemplaires, mais donc on suppose qu'il y a au moins quelques milliers de personnes qui ont lu ce texte. Il a dû circuler, vous voyez, on ne sait pas exactement à quelle échelle, mais il a circulé. Et on a au moins un exemple d'un militant sioniste qui s'appelait Henri Pohoriles, qui a été arrêté à l'été 1944 et mis dans un train, dans les derniers trains de déportation, et qui a réussi à s'évader du train parce qu'il avait lu le témoignage d'Israël Hoenig et qu'il avait compris que la déportation menait à la mort. Vous voyez, donc on a au moins un cas qui montre que cette diffusion du témoignage a permis de sauver au moins une personne par une autre évasion. Mais ce n'est pas pareil de s'évader d'un train et de s'évader d'un camp dans lequel on est déjà interné. Hein. Mais alors, il se trouve qu'il y a une historienne allemande qui a fait une énorme recherche sur les évasions des trains en provenance de France et de Belgique, vous voyez, et elle a recueilli comme ça, je crois, plusieurs cas où les gens se sont évadés des trains parce qu'ils avaient compris que c'était la mort au bout et ils avaient lu des témoignages de ce genre. Alors, je dois ajouter une chose, c'est que c'est très étonnant, mais exactement au même moment où sont arrivés en Belgique, vous voyez, nos deux évadés qui sont arrivés ensuite à Nice, deux autres juifs évadés d'Auschwitz, cette fois, deux autres juifs évadés d'un camp satellite qui étaient eux-mêmes passés par Kozel, vous voyez, par ce filtrage de Kozel, eux-mêmes ont réussi à s'évader et à rejoindre la Belgique. Ils sont arrivés exactement au même moment dans la ville de Namur, vous voyez, et leur témoignage a été recueilli en Belgique et non pas en France, et a été diffusé clandestinement en Belgique et non pas en France, aussi bien dans un journal en français que dans un journal en yiddish, par la résistance juive communiste. Vous voyez,
Et là, on a beaucoup d'éléments sur cette filière-là, sur ces évadés-là, vous voyez, mais c'est une coïncidence dans le temps et dans l'espace qui est assez extraordinaire. Je précise d'ailleurs qu'en Belgique, en 1943, contrairement à la France, on a eu une initiative de la résistance communiste non juive qui a envoyé en mission dans la région d'Auschwitz un ingénieur belge qui s'appelait Victor Martin, qui a risqué sa vie pour aller enquêter dans la région d'Auschwitz, parce que justement, on avait beaucoup de rumeurs et de bribes d'informations disant qu'il se passait des choses graves là-bas. Et ce monsieur a passé plusieurs semaines, vous voyez, à enquêter, à essayer de compléter les informations et à revenir. Il a plusieurs fois frôlé la mort. Et là encore, le témoignage de ce Victor Martin de retour de Pologne, vous voyez, a été important pour la résistance juive en Belgique, vous voyez, pour prévenir les gens des dangers qu'ils encouraient s'ils se faisaient prendre. Hein. Donc c'est tout ça, et c'est une histoire de la Shoah belge, vous voyez, qui est un peu différente de l'histoire de la Shoah en France. Je reviens donc maintenant à la France pour terminer, rassurez-vous, pour vous dire que c'est très intéressant aussi de voir comment après la guerre, cet épisode que je viens de vous raconter a été conservé dans la mémoire. Vous voyez, les historiens font un peu le distinguo entre ce qu'on appelle la mémoire et ce qu'on appelle l'histoire. Vous voyez, la mémoire, c'est quelque chose qui est assez spontané. C'est le souvenir que les individus ou les groupes choisissent de garder, et c'est un choix qui obéit à des critères subjectifs et non pas à une tentative d'objectivité. Vous voyez, la tentative d'objectivité, c'est ça qui fait la logique des historiens. C'est pas la même logique que celle d'un individu ou d'un groupe humain qui choisit de se souvenir de quelque chose, en général parce que ça lui fait plaisir de s'en souvenir, et qui choisit aussi d'occulter d'autres choses parce que ça lui déplairait de s'en souvenir. Hein. Donc la mémoire collective a gardé une trace de l'épisode que je vous ai raconté, mais ce n'est pas la même trace dans les milieux juifs communistes et dans les milieux juifs sionistes. C'est-à-dire que des deux côtés, ils ont tendance à s'attribuer le mérite d'avoir récupéré un témoignage extraordinaire et de l'avoir diffusé. Quand je recueille le témoignage du côté sioniste, ils oublient de dire que ça a été diffusé dans des journaux clandestins communistes. Vous voyez, donc de ce point de vue-là, leur mémoire est sélective. Et d'un autre côté, quand je recueille le témoignage des communistes, ils disent que Angelo Donati a joué un rôle très néfaste à cette époque-là, parce qu'il a nourri des illusions chez les Juifs qui ont cru qu'ils pourraient survivre grâce au refuge italien. Et vous avez dû en entendre parler. Effectivement, il y a un vrai problème, c'est que quand les Allemands ont fini par envahir la zone italienne, beaucoup de Juifs n'ont pas réussi à s'enfuir suffisamment vite. Et donc, il y a une vraie discussion intéressante. Est-ce que c'était bien de rassembler les Juifs là? Est-ce que Donati est un homme, est un sauveur? Ou est-ce que c'est quelqu'un, au contraire, qui a joué un rôle dangereux? Vous savez, j'ai connu des gens qui avaient eu la vie sauve grâce aux opérations d'Angelo Donati, qui l'admiraient tellement qu'ils ont nommé leurs petits-enfants Angelo. Vous voyez, donc il est perçu comme un homme extraordinaire par ceux qui l'ont sauvé, mais les communistes, lui, portent un jugement négatif. Et il y a des éléments intéressants dans les deux appréciations. Hein. Donc je vais vous montrer là, en fait, qu'après la guerre, l'unité de la communauté juive c'est terminé. C'est-à-dire que pendant la guerre, on avait vraiment une convergence des gens de toutes les tendances pour lutter contre la menace nazie. Vous voyez, les juifs communistes, les juifs sionistes travaillaient ensemble. Il n'y avait pas exactement les mêmes tactiques, pas exactement les mêmes méthodes, pas le même style, mais il y avait une plage assez large dans laquelle ils pouvaient coopérer. Vous voyez, on a vu l'exemple de Poliakov et de Spoliansky, vous voyez, qui coopèrent à partir de mêmes éléments, en l'occurrence témoignage sur Auschwitz. Hein. Donc on avait une unité de combat pendant la guerre qui s'est dissociée après la guerre. On a la guerre froide qui est intervenue, donc des récits polémiques, vous voyez, des récits contradictoires. Et maintenant, évidemment, que tout ça est derrière nous, on peut essayer de faire un travail d'histoire le plus rigoureux, vous voyez, dans le recoupement des détails pour que cette histoire non seulement ne soit pas perdue, mais au contraire qu'elle soit bien un objet de réflexion. Vous voyez, je crois que c'est très intéressant de voir que diffuser l'information sur les camps, à l'époque, c'était une manière de bien faire comprendre aux Juifs ce qu'ils encouraient, et même de le faire comprendre à des non-Juifs, hein, parce que les journaux clandestins communistes en français s'adressaient surtout à des non-Juifs pour leur demander de tendre la main aux Juifs, vous voyez, et de les aider à se cacher, à se protéger.
Voilà en gros ce que je voulais vous raconter. Vous voyez, je pense que je suis dans le délai qu'on avait fixé. Et si vous voulez réagir un petit peu, je suis à votre disposition. Merci Philippe. Oui, alors c'était passionnant hein, de voir à quel point, à partir d'un récit particulier, comme tu as bien dit, microscopique, et tu as montré avec quel sens du détail on arrivait à retracer les parcours des gens, même par les hôtels dans lesquels ils ont séjourné. Et en fait, ça s'inscrit à l'intérieur de la grande histoire, avec toutes les réflexions sur l'histoire et la mémoire. Donc, en fait, c'est vraiment la façon d'analyser comment les Juifs en zone occupée, zone libre, enfin zone de domination allemande, ont pris conscience petit à petit d'Auschwitz. Moi, j'avais une question, mais auparavant, J'entends mal, Rob, hein. Comment? J'entends mal là maintenant. Vas-y, vas-y, là maintenant c'est mieux. Oui, donc j'avais une question, mais auparavant, on a posé quelques questions par écrit et je Oui, dois dire aux personnes qui veulent poser des questions qu'il y a deux possibilités. Soit ils utilisent la messagerie interne de Zoom, le petit onglet où il y a marqué converser et ils posent leurs questions par écrit. Soit il y a des petits boutons où on peut cliquer et il y a marqué lever la main. Et comme ça, on peut lever la main et on a une petite main bleue qui se met près de son nom et du coup, je sais qui interroger. Il y a déjà Béatrice de Aix-en-Provence qui pose la question: comment s'appelle l'historienne allemande qui a travaillé sur les évasions oui. Alors en plus, de je train? vous annonce la bonne nouvelle. Son témoignage a été publié en anglais cette année. Il était au départ en allemand, mais maintenant il est en anglais. Alors elle s'appelle Tania, ça s'écrit avec un J, hein, T-A-N-J-A, von, et ensuite son nom de famille, c'est Franceschi, F-R-A-N-C-E-S-K-Y. Voilà, Tania von Franceschi. Vous allez retrouver ça sur Internet. Merci. Il y a aussi Nicole Orchowski qui pose une question, mais apparemment elle a appuyé sur entrée avant la fin de la question, donc j'arrive pas à lire la question. Si elle peut la reposer. Voilà. Voilà. Est-ce que le musée de Malines conserve des documents sur ces faits? Alors, je ne sais pas, je n'avais pas demandé au musée de Malines. Je me suis fié sur pas mal de. J'ai recoupé pas mal de sources, mais je ne suis pas allé voir de ce côté-là s'ils ont des éléments complémentaires. Il faut toujours se méfier, vous voyez, de quelle est la fiabilité de la source. Tout ça, ça se discute. Est-ce que les gens racontent juste après les événements, oui, est-ce qu'ils racontent très longtemps après? Et puis, est-ce que c'est de première main ou est-ce qu'ils racontent quelque chose qu'on leur a raconté? Vous voyez, donc c'est très compliqué hein, d'évaluer la fiabilité des sources, mais je ne sais pas si Malines a des sources que je ne connaîtrais pas. Pour les profanes, qu'est-ce que le musée de Malines? Ben, Malines, c'est l'équivalent belge de Drancy. Donc il y a maintenant un Ah, grand d'accord. musée et un grand mémorial là-bas qui fait du bon travail sur l'histoire de la Shoah en Belgique. D'accord. Donc, bon, moi, je vais mettre ma question entre parenthèses parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions de la part du public. D'une part, je vais donner la parole à Lise. Je vais activer votre micro. Voilà, Lise, vous pouvez parler. Vous avez levé la main. Je Donc, voulais on vous écoute. savoir juste si Philippe avait ce livre. Est-ce qu'il Ça ne le me dit voit? rien. Attendez, dites-moi. Je vois pas là. C'est la CCE, c'est ça, non? Est-ce que vous Voilà, pouvie Ah, dire le Lise, non, je ne titre du connais pas livre, ça. Lise? L'année noire de Nice de 40 à 44. C'est Est-ce que Panicacci, non, c'est ça? c'est qui? Jean-Louis Panicacci, non, c'est ça Non, pas ou... du tout. Pas du tout. C'est Viviane Viterbo. Non, je ne Viviane connais pas. Arroche. Tu veux C'est qu'on te intéressant, voilà, je ne connais pas. voit? Je vais vous le faire envoyer, d'accord? Mais oui, c'est très gentil. Mais il faut me C'est très donner gentil. l'adresse où Bon, d'accord, j'envoie. on va s'arranger. La donner à David, ok? D'accord. D'accord, Très bien. Merci, Lise. c'est gentil. Merci, Lise. On a aussi une question alors, de Sylvie. Voilà. Comment se fait-il que les autorités françaises à Nice étaient beaucoup plus compatissantes que celles dans le Nord? Est-ce car elles risquaient moins ou y avait-il une certaine culture? Ah, c'est une grande question, mais là, il faudrait toute la soirée pour en parler. C'est que le gouvernement de Vichy, c'est une chose, et puis tous les échelons intermédiaires jusqu'au terrain, c'est autre chose. C'est-à-dire que dans toute la France, que ce soit le nord ou le sud, il y avait dans l'administration de Vichy tout l'éventail des attitudes. Il y avait des gens qui voulaient du bien aux Juifs dans toutes les régions de France et qui avaient des postes dans l'administration de Vichy. Et puis dans toutes les régions, il y avait des gens de Vichy qui faisaient du zèle contre les Juifs. Vous voyez, mais c'est pour ça que c'est complexe aujourd'hui d'évaluer le rôle de Vichy. Quand je vous ai parlé d'un juge, d'un procureur et d'un
et d'un commissaire qui voulait du bien aux Juifs à Nice. Il y a aussi des choses comme ça ailleurs en France, hein, y compris dans le Nord, mais et ça fait une espèce de pondération entre ces gens-là et ceux qui, au contraire, allaient au devant des Allemands et faisaient plus que ce qu'on leur demandait de faire contre les Juifs. Vous voyez. Oui, il y a quelques années, pour Yom HaShoah, nous avons reçu Alain Michel pour son livre Vichy et la Shoah. Oui. On a vu à quel point c'était complexe et compliqué toute cette histoire. Il y a une autre question de Mété, je ne sais pas qui. Quel ouvrage conseillez-vous pour une histoire de la résistance juive? Alors, il y a le meilleur livre, à ma connaissance, c'est un livre qu'on a beaucoup de mal à trouver, en fait, je crois qu'il est épuisé. C'est Lucien Lazare. Vous voyez, Lucien Lazare, à 95 ans, il est historien, il vit à Jérusalem. Et il a fait un livre intitulé La résistance juive en France, qui est paru en 87. Je crois que c'est chez Stock, hein, sauf erreur. Et bon, là, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a toutes les tendances. Mais en général, les gens ont raconté l'histoire en privilégiant une tendance par rapport aux autres. Lui, il parle de toutes les tendances avec objectivité. Et il y a une documentation excellente derrière. Vous voyez, c'est le meilleur livre. Après, son livre a une version abrégée que je ne vous recommande pas, mais la version abrégée, elle est plus facile à trouver. Vous voyez. Et en fait, quand on n'est pas soi-même un spécialiste, on peut se contenter de la version abrégée de Lucien Lazare. Hein, voilà. Donc, Lucien Lazare. Il est d'ailleurs lui-même un résistant juif. Vous voyez, il était très jeune, mais il a fait partie à la fois des réseaux de sauvetage des éclaireurs israélites de France et ensuite du maquis organisé par les éclaireurs israélites. Et vous pouvez lire aussi ses mémoires, Le tapissier de Jérusalem, un très beau livre publié au Seuil il y a à peu près 3 ans. Le tapissier de Jérusalem, c'est toute sa vie, mais notamment comment il s'est engagé adolescent, vous voyez, dans la résistance juive et sous l'uniforme scout, en passant du scoutisme à la résistance clandestine, quoi. Merci, c'était passionnant. Et une autre question de Sylvie. Comment la communauté juive de Nice, avant la guerre, différait-elle des autres communautés ou étaient-elles les mêmes? Tu as entendu la question? On parle là de pendant la guerre, c'est ça? Non. Sylvie pose la question pour avant la guerre. Est-ce que la communauté juive de Nice était différente des autres communautés en France? Quelles étaient ses spécificités? Oui. Ça, c'est un peu… Oui, oui. Disons que je crois que ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à 1945, toutes les communautés juives en France qui sont au sud de la Loire sont à majorité séfarades. Je ne pense pas que les historiens l'ont remarqué. Vous voyez, ça fait partie de mes observations personnelles. À partir de Lyon jusqu'à Toulouse, Montpellier, Nice, enfin Marseille et Nice, on avait déjà avant la guerre une majorité de séphardim dans toutes ces communautés-là. C'est-à-dire que l'élément ashkénaze, ce sont les Alsaciens lorrains, mais il y en a très peu. Et évidemment, vous avez des gens venus de Pologne, de Russie, mais ils ne sont pas très nombreux, ils sont minoritaires. Donc finalement, les Juifs de Nice, en majorité, c'est des gens venus de toute la Méditerranée. Il y a même des vieux Juifs provençaux. Vous voyez, d'ailleurs, en fait, vous les connaissez encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des vieux Juifs provençaux, des Juifs italiens, et des gens d'Afrique du Nord, des gens des Balkans, de Turquie, d'Égypte, etc. Et l'élément ashkénaze est minoritaire. Alors ça, c'est très intéressant. Ça ne date pas de l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord en fin des années 50, vous voyez, début des années 60, c'est antérieur. Et ce qui fait qu'en fait, ce judaïsme-là n'a pas été tellement marqué par l'empreinte ashkénaze. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez la même chose où la communauté ashkénaze à Nice est assez marginale. On ne la voit pas beaucoup. Peut-être qu'on la voit plus dans votre communauté à vous, mais sinon, on ne la voit pas beaucoup. Alors justement, Marianne Meyer pose la question, est-ce que la synagogue de la rue du Bouchage, c'est la synagogue actuelle de la rue Blacas? Je crois bien, mais je ne suis pas sûr. Vous voyez, je ne suis pas assez expert. Je crois bien, effectivement, du Bouchage, elle n'existe plus, mais je crois que c'est les mêmes qui ont dû fonder Blacas. C'est un point à vérifier qui serait intéressant. Et quand vous aurez la réponse, vous me la donnerez, s'il vous plaît. D'accord, avec grand plaisir. On posera la question à Daniel Vancier, que tu connais bien, et qui est lui-même un fidèle de la rue Blacas. D'accord. Ok, écoutez, il est déjà tard. Je prends la parole pour remercier encore une fois Philippe, qui nous a montré avec toute sa passion son travail d'historien et qui nous a fait part de sa réflexion et de ses découvertes au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des témoignages, puisque Philippe recueille les témoignages depuis des années et des années. Merci encore Philippe, merci à tous d'avoir été là. On a commencé
On était moins que ça. Là, on est maintenant une quarantaine. Hein. On a été jusqu'à 50. Il y a des gens qui sont partis entre-temps, mais c'est formidable. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que la technique a suivi. On a eu de la chance et tant mieux. Et on a bien réussi à poser des questions, à parler, à échanger malgré la difficulté du Zoom. Je te donne rendez-vous, Philippe, pour une autre fois en réel à Nice, la prochaine fois que tu passes à Nice. Et je sais que tu viens fréquemment. Je rappelle, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire, que Philippe travaille pour le Mémorial de la Shoah à Paris. Et dans son travail au Mémorial de la Shoah, il y a la formation des professeurs de l'enseignement public aux problématiques de la Shoah. Donc régulièrement, il prend des groupes de professeurs, il va leur faire visiter la Pologne et les camps de concentration ou d'autres lieux de la Shoah. Et régulièrement, il vient faire des formations pour les professeurs dans différents endroits de France. Et on s'est rencontrés à Nice il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Hein. Tu viens régulièrement à Nice. Oui, c'était justement à la préfecture, là. Voilà, et tu travailles avec Daniel Vancier, qui est le président de Yad Vashem à Nice et que nous connaissons bien. Merci à tous d'avoir participé. Merci aux Aixois, merci aux Marseillais, merci aux Toulousains, merci aux Parisiens, merci à... on a une précision. Il y a beaucoup de gens qui disent merci. Il y a Béatrice, Sandra, Johanna, Priscilla qui disent merci. Et une précision de Jacques Blum qui nous dit que le comité du bouchage était situé 24 boulevard du Bouchage et pas du tout rue Blacas. Donc, bien sûr, à l'époque, c'est bien du bouchage, mais depuis, quand ils ont fermé du bouchage, il est probable que c'est ceux-là qui sont allés rue Blacas. Voilà, c'est la différence entre synagogue et communauté. On peut fermer une synagogue, mais la communauté vit toujours et survit. Ça sera la transition pour aujourd'hui, puisque notre synagogue, notre lieu est momentanément, provisoirement fermé, mais la communauté continue à vivre et continue à vivre virtuellement et on continue à se réunir. Merci à tous d'être là, d'avoir été là, d'avoir participé. Merci à Philippe. On ne peut pas applaudir par Zoom, mais le cœur y est. Je suis sûr que tout le monde, chacun applaudit de son côté. Et puis, bonne soirée et j'espère à très bientôt. Salut Philippe. Merci. Salut David, à bientôt. Là. Au revoir. À bientôt.